Bonjour Djikin, Hello mon gars. ça va? Ça va, on est là, grâce à Dieu, ça va. Alors, tu as traversé plusieurs groupes marquants, Debal, Ménage à 3, Bisson Abisso. Est-ce qu'il y a une période que tu considères comme fondatrice dans ce parcours? Quand on commence déjà 2 balles, en fait, je pourrais même te dire, dans chaque groupe que tu as cité, chaque groupe que tu as cité, il y a eu un truc original dans tous les cas. Ça veut dire 2 balles, c'est des jumeaux, on est pratiquement les premiers artistes avant nous. On n'a pas connu un groupe où il y avait des jumeaux. Pour Ménage à 3, c'est l'un des premiers, on va dire, crews de plusieurs artistes réunis voilà, ensemble et qui est nommé Ménage à 3. Après, inspiré par le Wu-Tang, si tu veux, par toute cette époque où le bootcamp clip, bootcamp click, excuse-moi, et donc il y a tout ça. Et après, tu as dit Bisso aussi, je pense. Tu as dit Bisso. Et Bisso, Bisso, c'est aussi le premier projet où du rap est mélangé avec des musiques même pas africaines, panafricaines, je dirais. Donc oui, je pense qu'on a été précurseurs sur beaucoup de choses. Et je rajouterais aussi De Balles de Nègre aussi. De Balles de Nègre qui est aussi l'un des premiers albums rap français où 2 groupes se réunissent pour un album. Donc ouais. Tu fais partie d'une génération qui a posé des bases. Comment tu expliques ta longévité? Sans parler de ton travail. Quand je dis longévité, c'est voilà, les 2 balles. Je pense que nous, en fait, on fait partie d'une génération aussi d'artistes qui avons fait la musique sans calcul, sans se dire qu'on allait gagner notre vie avec, et surtout par la passion avant tout. Et surtout nous, je dis nous, les jumeaux, on ne s'est jamais dit un jour on arrêtera. Tu vois, on n'a pas de... On n'est pas ce genre d'artiste qui allons dire vas-y cette fois-ci on met la fin, et on n'est pas aussi dans le délire de se dire ouais t'as 70 ans tu peux pas rapper, tu vois. Je sais pas, t'as vu, nous on a vu je sais pas, je vais te donner un exemple d'un mec qui est vivant et qui a l'âge de nos parents, Koffi Olomide, tu vois, et même si des fois il y en a qui disent ah c'est bizarre, il fait des morceaux, il chante, c'est son truc. Tu peux pas, tu vois, les Frali, ils ont pas 30 ans, 20 ans, tu vois, je sais pas, c'est des mecs qui sont là, et pourquoi lui tu lui diras ouais t'es trop vieux pour chanter, tu vois, je sais pas, des Papa Wemba, on a plein d'artistes comme ça quand ils sont chantés, parce que nous on est africains si tu veux, congolais si tu veux, mais nous on se lève, on dort, on a une mélodie dans la tête, tu vois. Pour moi c'est comme si tu disais t'arrêtes de vivre en fait, tu vois. Il n'y a que ça qui peut arrêter entre guillemets notre envie ou cette envie. De cette carrière, de cette longévité, aujourd'hui, tu as créé une des structures que tu as créées, Art Academy. Pourquoi l'avoir créée? Pourquoi avoir ce besoin de créer une structure comme Art Academy? Art Academy, ça vient de l'idée déjà de se dire que je pourrais vraiment le définir comme un passage de relais. C'est de la formation, on aide les gens à créer leur structure, leur entreprise, et spécialement dans la musique parce que c'est notre compétence. Et après avoir fait aussi une formation dans ce style-là, j'ai vu qu'en vérité, mes petits frères, mes confrères ont besoin, pour entrer dans ce game, d'être plus éduqués et de connaître vraiment les tenants et les aboutissants pour savoir là où ils mettent les pieds. Nous, maintenant, on a su que c'est devenu un métier. Donc, je pense que pour les petits frères, il faut aussi qu'ils savent que c'est avant tout une passion, mais que professionnellement parlant, maintenant, il faut être aguerri pour entrer dans le game. Donc voilà. On pourrait dire que c'est un complément à l'industrie. Moi, je dirais même pas un complément parce que c'est plutôt un... Parce qu'en vérité, quand tu parles de l'industrie, moi, si je vais le traduire par... limite, je vois directement les majors, je vois directement les institutions, tout ça, alors que non, nous, on a une musique, en vérité, où le mec qui veut rapper, c'est comme un footballeur. Il n'y a pas besoin d'avoir le meilleur des ballons pour jouer au football. Tu peux jouer avec une canette, tu peux jouer avec un coussin, tu peux jouer avec un... Tu peux te le fabriquer. Et ben, notre musique, déjà, ça doit partir parce que tu aimes le faire. Tu vois, même si aujourd'hui, il y a des jeunes qui peuvent se mettre dans la musique en se disant je vais en faire mon métier. Et ben, si tu veux en faire ton métier, il faut que tu sois professionnel. Mais déjà, ça doit partir déjà d'une envie, d'une passion, je pense, tu vois.
Et après, justement, moi, demain, je les conseille, aujourd'hui, je les conseille plus, justement, à ne pas pactiser, entre guillemets, avec l'industrie, puisqu'en vérité, aujourd'hui, tu peux faire tout seul, en vérité. Tu peux faire tout seul, et quand ça pète, il faut encore moins bosser avec eux, tu vois. Donc, ouais, Dar Academy, tu as créé un label, MHK Records. À quel moment tu as compris qu'il fallait être indépendant? Donc MHK, je l'ai, ouais, plus ou moins, ouais, on va dire, il a été créé presque en même temps, parce que dans Art Academy, il y a le studio MHK aussi dans le même lieu. Et après, bien entendu, ça c'est normal. Le label, j'en ai créé des labels, surtout pour nous produire en fait. Donc nous, en fait, on a vraiment cette image, pour ceux qui nous suivent depuis longtemps, d'indépendant en vérité. Tu vois, on a toujours été indépendant, on a toujours créé nos choses, on n'a jamais attendu après qui que ce soit. Et c'est comme ça qu'on a commencé. Et en vérité, on a eu aussi des deals avec les maisons de disques et tout ça. On a participé, on a été un artiste en maison de disques à l'époque du Bissot. Bissot, c'était chez V2 à l'époque. Donc quand on est rentré, en plus on est rentré, on va dire aussi quand même par le biais de Passy qui était signé là-bas et qui a aussi dans ses projets d'album mis le Bissot en fait. Et ça fait que nous après on a connu ce que c'était d'avoir l'attaché de presse, d'avoir des plannings. Et ça nous a quand même servi au niveau même organisation, au niveau tout ça. Mais c'est là le rapport réel où on a été en artiste avec les maisons de disques. Mais après, malgré qu'il y avait les maisons de disques, quand on a refait des projets avec Monjubo, bah, c'était aussi indé. On a sorti le Ménage à trois, l'album, c'était indé. Nous, on est cette époque de rocker où vas-y, on est là et Bissot, ça a peut-être été un petit pacte, mais en même temps, on a fait ce qu'on voulait. C'est-à-dire qu'on va dire qu'on n'a pas travaillé pour la maison de disques pour nous, on a apporté un projet, c'est un projet précurseur. Et qui t'a des mecs comme ça qui se sont donnés, parce qu'en vérité, il y a nous, mais les gens qui nous ont mis, ils ont dû rentrer dans le délire. Tu vois, je sais pas, il y a des mecs comme Laurent Rossi, des mecs comme Emma Soriano, tous ces gens-là, ils étaient autour de nous et ils ont travaillé dans ce projet-là aussi. Je pense aussi que ça a été une découverte aussi pour eux tous, tu vois. Donc c'est bien aussi de Thierry Chassagne, et après qui a fait qui a été patron de... Lui aussi, il y a cru aussi, tu vois. Donc c'était bien aussi, c'est une aventure qui concernait pas que nous, en fait. Hein. Donc aujourd'hui, j'ai une question. Un artiste pour toi aujourd'hui, doit-il être businessman en plus de sa musique? Ouais. Après, moi, je ne peux pas en vouloir à un artiste qui n'est pas dans les chiffres, qui n'est pas dans les trucs, parce qu'en vérité, c'est pas son boulot, en vérité. La vérité, un artiste, il doit être artiste, pour moi. C'est le game qu'a voulu que les réseaux sociaux, il y a par exemple les réseaux sociaux, ça a tué le manager, le rôle du manager. Pourquoi? Parce que quand tu envoies un message, c'est possible que ce soit l'artiste qui te réponde. Donc, et ça, quand tu es un artiste, normalement, tu mets toujours un filtre. Un manager, c'est un filtre. Tu vois ou pas? Donc aujourd'hui, les artistes qui sont entrepreneurs finalement, qui ont l'idée de gérer les trucs et tout ça, t'es dans ton artistique, mais quand tu crées, tu ne peux pas être businessman aussi en même temps. Obligatoirement, il y a quelque chose qui va en pâtir, tu vois. Quand tu es dans un délire, c'est pour ça que maintenant il y a des séminaires. Bon, à l'époque, on en avait aussi, on appelait ça des conventions, je sais pas. On prend l'artiste, allez, bouge dans un autre pays, dans le sud de la France, je sais pas où. Comme ça, tu es dans ta bulle et tu crées. Si demain, tu dois savoir combien ton showcase, tu vas le vendre, le festival, le truc et tout, ça te perturbe, tu vois. Il faut connaître, mais je ne pense pas que quand tu es artiste, il faut absolument que tu sois un businessman. Tu as parlé des réseaux sociaux, justement, pour rebondir. Tu as parlé de, ouais, il y a un cut par rapport aux réseaux sociaux. Mais est-ce qu'il y a aussi des bons côtés Bien sûr, bien sûr. Pour toi, aujourd'hui, avec la longévité que tu as, l'expérience, comment tu gères les réseaux? Je gère les réseaux parce que déjà, heureusement que j'ai des enfants, parce que c'est aussi un peu leur génération, donc ça fait qu'ils m'aident beaucoup finalement, tu vois, pour faire un TikTok, truc et tout. Après, Facebook, ils n'étaient pas assez grands, donc c'était un peu notre premier... Et encore, je te dis de la merde. MySpace, tu vois, un truc comme ça. Skyblog, je ne comprenais pas déjà.
MySpace, on a tout, c'est par là pratiquement qu'on a commencé un peu. Et après, voilà, après Instagram, voilà, ça a changé parce qu'Instagram, avant, c'était, quand on allait en Grèce, le plat grec, on le prenait en photo d'une belle photo avec un beau filtre. On partait en Égypte, on prenait. Et après, tu avais des vues et tout. Et après, ça a changé. Maintenant, pour nous, on va dire pour un artiste aujourd'hui, c'est un pressbook. C'est un book, c'est des trucs, belles photos, belles vidéos, trucs tu vois, normalement, tu tapes le nom du mec, tu sais exactement. Je sais pas. Après, bon. Il y en a, ils sont sur les réseaux pour d'autres trucs. Mais moi, je gère déjà par moi-même, parce que déjà, je pense que les réseaux, d'abord, tu dois être toi-même les gérer. Et ensuite, quand il y a trop, moi, des fois, il y a des pics, suivant les événements qu'on fait. J'imagine même pas, tu vois, ta story, je sais pas combien de vues. Donc déjà, c'est impossible que tu vois tous les gens qui te regardent. Quand à un moment, tu as un pic, les messages, c'est mort. Tu ne peux pas ouvrir tous les messages, et même si tu les ouvres. Comme ils disent certains, tu m'as mis un vu. Ouais, mais en fait, parce que j'ai regardé ton message, ça ne veut pas dire que tu peux te répondre. Déjà, je l'ai lu. Estime-toi heureux. Tu vois, donc, en gros, et après, c'est pour ça qu'il y a des communities après, tu vois. Mais, en général, pareil, comme c'est devenu aussi une interaction pour un peu compléter ta question et en même temps, moi aussi, au niveau de la réponse, c'est qu'aujourd'hui, tu ne peux pas vendre quelque chose en omettant les réseaux sociaux. Tu te coupes de quelque chose, tu vas perdre de quelque chose. Aujourd'hui, il y a, par exemple, un Snap. Quand je regarde, c'était DJ Khaled, quand c'est sorti. Moi, quand il y a eu Snap, je regardais les artistes de ma génération, comment ils gèrent Snap. Tu vois, je regardais un Snoop. Snoop gère ça à sa manière. Je regardais un truc. Et DJ Khaled, c'est celui qui m'a un peu donné le truc en disant, regarde, alors je ne peux pas faire comme lui, son fils là qu'il a, là, si je le vois, je lui dis, hey, je suis ton oncle. Hein. J'ai vu tout quand ta mère elle était enceinte, j'ai vu quand vous avez acheté la layette, j'ai vu quand tes premiers pas, je les ai vus, j'ai tout vu. Toi, je te connais mieux, déjà je connais ton père avant toi. Bref, en tout cas, lui, il filme tout. Mais il dit artistiquement. Avant, ton téléphone, c'était un mec pour les photos, un mec pour les interviews, un mec pour caler la séance, un photographe, un ci, un ça. Tu vois, avant, c'était tout un staff c'est le marketing, tu vois. Donc, tu avais un staff qui te vendait une image, un truc, quelle photo tu vas prendre. Des fois, c'était même relou artistiquement. Attends, prends une photo comme ça, clac. Et après, un jour, il y a une interview. C'est la séance que tu dis, c'est quoi cette séance? Pourquoi elle est là? Non, parce qu'en fait, c'est du contenu, finalement, c'est plein de photos. Parce que comme vous allez avoir beaucoup de promos, on va mettre plein de photos. Tu ne peux pas te passer d'un truc où tu juste allumes ton téléphone, bam, tu mets une publication, tout le monde est au courant. Fouap, et le monde entier est au courant, finalement. Tu vois? Il dit, comment tu peux essayer, tu vends quelque chose, et aujourd'hui, ton téléphone, c'est lui ton market, tu vois. Et c'est vrai, tu vois. C'est vrai. Nous, quand on regarde, là, on fait un événement, on regarde tous à peu près nos réseaux. Si j'ai un pote, il a de l'influence, je lui donne le truc, pam, je regardais les résultats, je vais dire, ah ouais, ok, c'est concret en plus. Je vais dire, ah ouais, il y a des gens qui prennent plus de place, ah ouais, il y a des gens. Donc, il y a ce côté aussi positif, tu vois. Et en plus, tu fais ce que tu veux en vérité, tu vois. Moi, demain, je prends un artiste, et je lui dis, voilà, sur TikTok, tu vas faire que ça. Sur Insta, c'est que des publications comme ça, avec des bêtes de photos et trucs. Sur Snap, c'est toi, tous les jours, tu te lèves, tu fais un concept, bam. Tu te mets dans une voiture à chaque fois, tu vois ton pote qui a des grosses voitures, sur Snap, tu mets que des photos dans des grosses voitures. Fini. Les mecs, ils vont dire, ah ouais, lui, il est plâtré, il connaît bien les mecs. J'adore pas. Alors que le mec, il est au RSA. Non, tu vois, j'adore pas. Mais en tout cas, tu peux te servir de ça. C'est magnifique, moi, je trouve, tu vois. Et après, moi, je suis pas encore au niveau Enfin, je suis pas encore au niveau. Quand on a vraiment un projet, là, comme là, je sais pas si c'était une de tes questions, mais on est sur les 30 ans de notre album. Et en fin de compte, au niveau communication, on va prendre un community, tu vois. Un community manager, lui, en plus, c'est marrant parce que tu apprends aussi tu apprends quand les mecs, ils sont nés là-dedans. Donc, ça veut dire, ils vont t'expliquer de quelle manière, publication à telle heure, les ci comme ça, truc, tu vois. Il y a des jours, il y a des jours entre le lundi et le samedi, tu vois pas, truc. Regardez aussi les stats, c'est un boulot. Tu regardes les stats, à quel moment, non, toi, ton public, ces trucs comme ça. En fait, tu crois que tu parles aux jeunes, mais non, ils commencent à 45 ans, ton public. Ils arrivent à te dire les trucs. Ouais, truc, tu savais qu'en Italie, t'as 3%. Comment en Italie? Ah ouais, parce que tu avais fait un truc sur moi, mais en tout cas, regarde. Donc on peut jouer sur ça. Donc voilà, mais sinon en règle générale, je les gère moi-même et voilà, quand c'est de gros trucs, on communique. C'est très bien, parce que j'allais y venir.
Ouais, je sais, mais comme je suis bavard, Tu as parlé des 30 ans, de carrière et de l'album. Qu'est-ce que vous avez prévu? Parle-nous un peu parle dans les détails, mais c'est un événement d'histoire du rap. bah ouais, quand même, parce qu'en fait, quand nous, on fête nos 30 ans et que je me rappelle la dernière fois, c'est qui que j'ai... Ah, c'était son premier album, 25 ans, le frérot Pete, qui a fin de l'année 2025, il fait ses 25 ans de carrière. Nous, l'année d'après, c'est un exemple que je te donne, on fête les 30 ans. Ça veut dire que après, je pense l'année prochaine, c'est 97-2027. L'année d'après, 2028-98. L'année d'après, 2029-99. 2030-2000. Tu vois, les gens qui vont fêter l'époque du 2000, là, les albums qui sont sortis en 2000, ils vont fêter leurs 30 ans. Mais quand tu regardes, nous, ça fait... donc on va fêter nos 30 ans 4 ans avant. Ça veut dire qu'en fait, dans ce game-là, ça te remet aussi une position en vérité où tu te dis que nous, on est arrivé à une époque de transition. Il y a les anciens, NTM, tout ça, IAM, Solar, 89, 90, 91, 80, Sajpo, 95, tout ça. Et de là, on va dire à partir de là, peut-être 94 pour eux. Mais en tout cas, il y a un nouveau rap, entre guillemets, un peu les gens de la rue, en tout cas vraiment un côté indé où on ne veut pas se mélanger. Moi, je le qualifierais même de côté rocker. On est comme des rockers, on a nos salles, on chante dans des... Tu vois, il y a même des tourneurs. En fait, ça a même fait une émulation, et même dans les métiers, des nouveaux tourneurs, des nouveaux mecs qui se disent, voilà. Et en fait, on arrive tôt quand même, finalement. Tu vois. Nous, on a, quand tu regardes même, finalement, nous, on a rappé très jeune. Et quand on sort notre album 3 fois plus efficace, on est plus jeune. Et on fête déjà les 30 ans et on va faire une belle fête. Normalement, il y aura un docu, normalement, un petit docu. On va quand même expliquer cette histoire-là aussi, quand même, qui doit être importante dans les mémoires, pour les mémoires. Et une date parisienne aussi. Voilà, soit, je pense, plus 2027. Mais voilà, en tout cas, ça va être album qui ressort, remasterisé. Un petit inédit de fin, parce qu'en fait, il y a aussi la petite exclue, c'est que c'est la fin de Bal de Nègre, en vérité. Ça veut dire qu'on fait les 30 ans. Niro, il est aux États-Unis depuis plus de 25 ans. Il est dans la vidéo, donc il rappe histoire de trucs. Et Ben qui avait fait Gomez et Tavares, tout ça. Et Ben, lui, aussi pareil. Après, déjà, Ben, il est un peu plus âgé que nous quand même. Tu vois, il arrive aussi à un âge où lui, il décide, en tout cas, de clôturer ça. On va essayer d'avoir au moins la date parisienne, mais de faire quelques dates aussi en France, dans les villes où on a pignon sur rue. Et voilà, c'est ça un peu le Bendel. En fait, ce qui est intéressant aussi, c'est que quand vous arrivez avec une identité vocale, où votre gimmick aujourd'hui, même nous, entre nous, on le fait, mais c'est vraiment l'identité vocale qui est arrivée. À l'époque, il n'y avait pas cette façon de rapper c'est vrai. que vous aviez. Ouais, c'est vrai. Nous, moi, même quand je réécoute l'album et tout ça, on était très, très, très carré. On était vraiment inspirés par les Américains, mais pas dans le sens où on veut les copier, dans le sens où on les trouve forts dans les créations. Mais nous, on s'est toujours senti d'avoir plus du fait qu'en fait, on est une origine africaine. Ou tu vois, même pour Eben, tout ça, Caraïbes, tout ça, truc, en fait, c'est comme si nous, on avait un peu plus de diversité, en fait, dans ce qu'on allait créer. Par contre, dans les shows, parce que tu dis, nous, il y a l'identité vocale, mais à l'époque, il n'y a pas les YouTube et tout ça, donc on est obligé de faire des concerts. Et nous, on a toujours respecté la scène. On a aussi eu une très bonne réputation au niveau de la scène. Donc, nous, dès qu'on a sorti l'album, on a enchaîné une tournée directe. On a fait une date parisienne sur l'album 96 en juin, je crois. Déjà, on fait de la promo depuis fin 95, tout ça. Janvier, on sort le premier single, Magie du tiroir. Dans la même année, on fait tous les festivals à partir de l'été. Transmusical de Rennes, fin d'année. Bataclan, début d'année d'après. Tous les festivals d'avril jusqu'à, je sais pas. Donc, en fait, nous, dès qu'on a sorti l'album, on est rentré directement dans le métier, en fait. Tu vois, en plus, à l'époque, tu faisais des tournées, tu partais 15 jours. Hein.
Je suis là, bah, tu partais 15 jours chez toi, tu faisais des fois, je regardais les trucs, je dis, comment on pouvait aller être à Amnéville un jeudi? Et la salle, boum, elle est pleine. Je dis, mais c'est quoi? Et en fait, on tournait, tu vois, on avait un bus, on tournait, c'est comme des rockers. Donc voilà. Ok. Mais tu as évoqué l'Afrique tout à l'heure. Avec Bisson Abisso, vous avez une forte identité. Si je ne me trompe pas, vous avez rencontré Nelson Mandela. Ouais. Voilà. C'est un moment que peu d'artistes ont pu vivre. Est-ce que tu peux nous raconter ça? Donc Bissot, donc là, c'est aussi une découverte aussi parce qu'on sort de tout le monde. En fait, ce qui est marrant, c'est qu'à l'époque de Bissot, tout le monde est maître dans son domaine. Arsenic, ils sont en pleine bourre. Tu vois, il y a Skyrock aussi qui a mis beaucoup d'artistes en valeur. Et quand même, on peut dire qu'à cette époque-là, secteur A. Ce que je disais l'autre fois, Pete et Passy, ils faisaient un morceau. Je dis, mais je me rappelle pas que vous aviez fait un morceau ensemble. Il dit, mais tu te rappelles pas, ils tournaient sur Skyrock, tout ça et tout. Après, quand ils l'ont fait en répétition, j'écoutais, je dis, ah ouais, c'est pas Bacardi Pite, Passy, tout truc. Je dis, ah ouais, je me rappelle du morceau, tout ça. Après, je leur dis, mais ça, c'était pas à l'époque. Le mercredi, t'enregistres. Le lundi, il tourne à Skyrock, tout truc. La semaine d'après, le clip, il est sur M6. Tu vois, t'écrivais, tu savais que tout allait sortir. Donc, c'était un moment, voilà. Et donc, tout le monde les Arsenic, qui sont, pour le Bisson Abisso, Arsenic, qui sont en pleine bourre. Passy, il a déjà sorti Les Tentations, ça marche de fou. Il y a ses singles, Je zappe, je mate. Puis il est à 99, je sais pas s'il n'est pas à son 3e single, tu vois, où ça tourne à mort et tout. Nègre Marron, ils sont en patate. Ils ont sorti leur album et tout ça. Il y a qui encore Mystique, il avait fait son morceau avec Karine, qui avait pété. Il avait fait son album aussi qui marchait bien. Mpassi avec Mel Groove, ils sont en place. Et nous, de Bâle, on a sorti avec les Denec, on a fait nos trucs. Donc pareil, on est 99, on est déjà en train d'enregistrer notre album avec mon frère et on est sur la fin de Bal de Nègre, nous. C'est-à-dire on finit de Bal de Nègre. En fait, nous, quand l'exploitation de l'album de Bal de Nègre, c'est le début de Skyrock. Quand nous, on finit, il n'y a qu'une petite émission spé, c'est Julia Chanel, je crois. Tabata, ouais, c'est Julia Chanel. Julia Chanel avait son équipe, sa petite émission, et c'est elle qui s'occupait du rap. Et ben, elle passait quoi? Elle passait Magie du tiroir, elle passait Son degré à l'ombre, je ne sais plus quel morceau, que faire. Elle passait ces morceaux-là au départ. Et après, quand Skyrock a commencé à partir, c'est là, nous, Bissot, Bissot, pour moi, l'épopée Skyrock, c'est Bisson à Bissot. Tu vois, je la connais vraiment, truc. Et peut-être un petit peu avant, quoique nous, on avait plein de petits projets qui nous permettaient quand même de passer. C'était Meilleurs Vœux. On avait fait Meilleurs Vœux avec Kerry, Prodige de la Mort, tout ça. Et en fait, on avait une semaine pour le morceau, on avait fait une semaine de Noël, justement, la semaine de Noël, où un jour il y avait Mafia qu'un Free, Ménage à 3, et le clan à Prodige de la Mort. Justement, Prodige de la Mort qui était avec Saïd Dayam, là, Saïd qui est avec Ayam, là, aujourd'hui, il était Prodige de la Mort. Et Prodige de la Mort, il était toujours avec un petit à lui, qui était soprano. Qui venait, il le prenait toujours avec lui, il faisait ses premières parties, tout ça, c'était leur petit. Donc, tu vois, et donc on fait ça, et après, c'est 99. Donc, ça veut dire, quand on fait Bisson à Bissot, même nos propres gars, ceux qui écoutent Arsenic, Nègre Marron, Ministère Hammer, Mel Groove, personne n'y croit, même nos proches. Tu vois, ils disent, mais non, vous ne pouvez pas faire ça. On reprend un truc et tout. En plus, on fait le morceau, il faut savoir quand même qu'on le fait dans l'idée où c'est par rapport à la guerre. Par rapport à la guerre, où il y a des veillées tout le temps chez nous, et on regarde le journal TF1, France 2, tout ce que tu veux, M6, ce que tu veux, personne ne parle de la guerre. Et nous, on a nos parents, tous les week-ends, ils sont chez telle famille, parce que là-bas, truc, et nous aussi, des fois, on perd je sais pas, un oncle, et personne n'en parle. Et c'est pas, nous, on avait déjà, nous, on était sur notre album, on savait qu'on allait faire un truc par rapport à la guerre et tout ça. Et Passy, on entend, tu sais, tu connais à l'époque, hey, Passy, il fait un truc. Et un jour, il appelle chez nous. Vas-y, Pétou, venez. Je vais faire un morceau par rapport à la guerre de Brazza. Et après, voilà, Mystique. Il cherchait Mystique. On a dit, bah, ça, c'est notre gars, on va venir. Et c'est là-bas, on commence, on se voit tous. Tu vois, Benji, nos parents, ils se connaissent, les trucs, mais c'est là qu'on découvre tout le monde. On se connaît vraiment, on se connaissait d'artistes, mais tu vois,
truc. En plus, Passy qui appelle chez moi. Bon, je suis Passy, quand même, c'est Passy. Ouais. J'ai Passy, Winston, ta. Et quand Passy on le rencontre, il finit les tentations. En fait, il est en train de... Non, il maquette les tentations. Donc, le premier morceau, je me rappellerai tout le temps qu'il fait écouter, c'est de 79 à 97. Et dès que je t'entends le morceau, tu vois, même les premières mesures, en plus, c'était Akhenaton qui avait fait la prod, tout ça. J'écoute, j'en ai des frissons, je dis, waouh, qu'est-ce qu'il va nous faire? Patience solo pour un nouvel album. J'écoute ça, je dis, waouh, c'est quoi ce morceau? Déchire. Et tout. Et après, il nous fait écouter plein de trucs. Et là, on part, on fait 2 morceaux. Tata Malonga, tout ça, on fait 2 morceaux. On fait 2 morceaux. Et Passy, il est censé mettre un des morceaux dans son album, mais V2, je crois qu'il kiffe pas, ça devient un petit intro dans l'album Les Tentations. Petit morceau comme ça, nous on pensait qu'on allait dans l'album et tout, on disait à tout le monde, et à la fin on écoute quoi, wesh. Et en fait, Passy, c'est là qu'il se bat pour faire le truc. Donc on fait l'album, on fait tout ça, on enregistre, Bissot, personne n'y croit réellement, mais Sky il bombarde dessus, et un jour, je chante chez moi, j'entends ma voix, je dis, c'est bizarre, une voiture elle passe, 2 voitures elle passe, j'entends ma voix 2-3 fois, je dis, c'est quoi? Et boum, ça part, et là c'est parti, Bissot gros hit, ça passe sur M6 tous les jours, c'est un truc, et là tu commences à connaître un peu, c'est quoi, tu vois, un peu la popularité, tu vois, c'est quoi, tu commences à, tu vois dans la boulangère, je vous ai vu, c'est lui. Tu vas faire tes courses, tout le monde, même le vigile, il te regarde, tu dis, ah ouais, c'est un truc. Et après, de là, on part à, donc pour aller plus vite, là, donc on est nominé au CORAD, qui est donc les victoires de la musique africaine. Et grosse cérémonie en Afrique du Sud, parrainée par Nelson Mandela et Michael Jackson. Paix à leurs âmes. Les 2 sont partis, finalement. Et donc, il y a tous les artistes d'Afrique. En tout cas, ils ont essayé un maximum du Maghreb, en passant par l'Afrique noire, en passant par Tanzanie, des artistes de partout. Et avion affrété, Johannesburg, on part à Sun City, claqué, on est là-bas pendant, je sais pas, une semaine, un truc comme ça. Donc on vit finalement une petite semaine de milliardaire là-bas. Et on en profite pour clipper dans la peau d'un chef, là. Et donc après, voilà, on est nominé de la catégorie clip et groupe, et on prend... Et il y avait aussi un autre truc, photographie, je sais plus, il y avait un autre truc. On gagne donc meilleur clip africain avec Bissot, et on est élu meilleur groupe africain lors de la cérémonie. Donc quand on gagne, bah, il y a un moment, tu as Michael Jackson qui est là, tu as Nelson Mandela, tout ça. Après un moment, enfin, nous on le rencontre un petit peu avant, pour la petite histoire, dans les loges, avec Calbo d'ailleurs. Et on le rencontre, on doit rentrer sur scène de l'autre côté de la scène, et on est obligé de passer par les loges. Et quand on passe par les loges, Mandela, il sort de la loge des danseurs de Kofi. D'ailleurs, je crois Fally était là aussi, il dansait pour Kofi à l'époque. Il sort de la loge, et moi j'arrive, je tombe sur lui direct, bam, clac, grand monsieur comme ça, grand, tout ça, tout. Maman, elle a fait comme ça, clac, je serre la main, et après on va de l'autre côté. Quand on monte sur scène là pour faire le morceau, on dit, on a vu Nelson Mandela. Je sais même pas, il faut que je regarde la télé pour voir comment, à quel moment, en dansant, on a dit, on a vu Nelson Mandela, on a vu Nelson Mandela. Et quand on prend le prix, le 2e prix là, comme Calbo et moi, on dirait, tiens, on a vu Nelson Mandela serrer la main, tout, mais non. Et il était, tu vois, tu te connais, il y a des tables là, mais on ne pouvait pas courir aller comme ça. Donc maintenant, quand on va pour prendre le prix, on n'envoie même pas si pour donc on prend le prix du meilleur groupe ou du clip. Je crois groupe, on monte tous. Et pour le clip, Mpassi elle rentre, elle dit ouais, oui, et donc elle fait son message, oui, de remerciement, tout ça, de remerciement. Elle dit mais est-ce que c'est possible, il y a une dernière chose que je voudrais faire, est-ce que c'est possible de serrer la main à Nelson Mandela? Et quand elle descend, nous on est déjà à la table, tout le monde fonce à la table de Mandela, et c'est là qu'après on prend les photos, et que voilà. Après, moi je te dis, à chaque fois je dis Nelson Mandela, pas de problème pour ce qu'il est, pour ce qu'il représente. En plus, nous, on a vécu, nous, notre côté, on va dire, afrocentriste, tu vois, je ne vais même pas dire pro-black, mais vraiment, ce qui nous a, quand on a un moment, c'est concentré sur nous, en regardant les Américains, en regardant nous, mais nous, on vient d'Afrique, donc aussi, on a cette culture-là, mais regarde et tout. Et finalement, quand tu vois Jackson, parce qu'à un moment, on avait rencontré Jackson dans le centre commercial là-bas, Jackson, quand il passait,
tu le laisses pas passer carrément. Tu vois, pas. Après, comme Sun City, c'est un truc de milliardaire, une ville construite où tout le monde est... Nous, c'est comme si ce jour-là, cette semaine-là, il y avait d'autres gens, mais la plupart, c'était comme le monde des artistes, tu vois. Mais de voir Jackson, il y avait des enfants un peu, tu vois. C'est comme une MJC, il y avait plein d'enfants, tout ça. Ils faisaient voyager des gens, tout ça et tout. Mais quand tu le vois passer, je te dis, tout le monde est... C'est quelque chose quand même, hein. C'est quelqu'un. Hein. Ouais. Pour toi, c'est quoi, pour toi, de représenter ses racines aujourd'hui? Représenter ses racines aujourd'hui, bah, c'est important parce que c'est un socle. C'est aussi ça qui fait partie aussi de ta construction. Surtout, nous, en fait, on est les premières générations originaires d'Afrique qui ont grandi en France, dans ce pays. Donc, nos parents, la plupart de ma génération, et même des plus vieux, les parents sont nés au pays et sont venus ici. Donc, ils sont adaptés, trucs, comment ça se passe, la France. Nous, je te dirais qu'on connaît mieux le pays que nos parents. Ça ne va pas. Dans le sens où, après, la rue, même si eux, ils ont eu leur histoire, mais nous aussi, on s'est créé notre histoire ici et on est d'ici. Donc, c'est notre pays. Donc, nous, quand on va élever nos enfants, on va les élever en connaissant le pays vraiment, en long, en large, en travers. On sait ce qu'il faut éviter, tu vois, voilà, parce que c'est notre pays, tu vois. Donc, nos enfants aussi, c'est leur pays, mais on doit leur expliquer d'où ils viennent aussi. Peut-être pas pareil, mais comment nos parents nous ont élevés, parce que nos parents ne nous ont pas élevés à la française tout de suite, en vérité. Ils ont voulu, bien entendu, qu'on soit intégrés. Ils ont pareil que nous, ils ont pas voulu ce qu'on a vécu, ou sinon on serait né là et on serait rentré au pays, tu vois, je sais pas. Mais ils ont voulu un meilleur avenir en venant en France, tu vois, je sais pas. Mais nous, on a voulu aussi savoir d'où on venait, parce qu'en France, on t'a aussi fait comprendre que non, t'es pas chez toi, c'est sûr. Si, je suis chez moi, non, regarde, t'es noir, regarde truc. Et on l'a tous plus ou moins vécu. Donc, et même, je te dirais même, moi, mes enfants, maintenant, ça, ils sont grands, mais chacun l'a vécu aussi. Ça, je sais pas. Donc, nous, connaissant le pays, on a aussi élevé nos enfants en leur expliquant, un jour, ou même pas leur expliquant, en attendant ce fameux jour, et que on avait déjà tu vois, le vocabulaire adéquat pour leur expliquer c'est rien, ou leur dire voilà, mais c'est comme ça, oui, c'est comme ça, mais c'est pas grave. Moi, je pense pas que j'ai des enfants traumatisés par le fait qu'on leur ait dit que t'es noir. Et en plus, moi, je suis dans une ville où ça va. Là où ils ont grandi, c'est une ville, ça va. On n'est pas, tu vois, il y a une diversité, mais ça va. Ils ont beaucoup de gens qui leur ressemblent dans leur environnement, tu vois. Et donc voilà, après, voilà. Et je pense que c'est important aussi, c'est pour ça que c'est comme un devoir de mémoire, c'est important qu'ils sachent d'où ils viennent, et que nous aussi, ça a été important par nos projets, tu as vu, par nos projets, ça a montré aussi, Deux balles de nègre, c'était le cri, ou bien un message pour l'urbain, mais même dans Deux balles de nègre, nous, deux balles, les jumeaux, on a toujours été un peu comme ça, la situation des Noirs en France, les trucs, on a beaucoup eu de sujets là-dessus. Et Bissot, ça a été vraiment, c'est pour ça que le premier album s'appelle Racines. Donc c'est le projet de nos racines. En fait, nos parents, on disait toujours ça, Deux balles de nègre. Ils ne pouvaient rien comprendre à ce qu'on disait, à part que faire, parce qu'il y a de la mélodie, il y a des trucs. Donc, ouais, mon père, ouais, vous parlez, le morceau, vous avez parlé de moi. Je dis, mais non, papa, c'est pas toi, on parlait de tous les papas, parce qu'à l'époque, il y avait, non, c'est le morceau, vous dites que je suis méchant. Non, c'est pas ça. Mais quand on a fait Bissot, on n'avait pas besoin de lui traduire. Quand on a fait Tata Nzamé, on n'avait pas besoin de lui traduire. Et ça, en fait, Bissot, c'était le projet aussi, qui a collé à nos parents aussi. Là, ils nous ont écoutés. Là, ils étaient fiers de nous. Là, ils sont tous venus au Zénith. Il y a les parents de tout le monde au Zénith. Tu vois, je veux dire, vas-y, c'était de 7 à 77 ans. Tu vois, je veux dire, à la fin, Deux balles, Ministère amer, Arsenic, ça n'existait pas. C'est Bissot, tu vois. Et c'est marrant parce que ça a été c'est le projet, en fait, où, dans nos projets perso, Bissot, ça nous a ramené dans des sphères. Regarde, on parlait de Mandela. Je pense pas que c'est avec... nous, en tout cas, dans notre cas, c'était pas avec Deux balles de nègre qu'on allait croiser Mandela Jackson, tu vois. Donc, voilà. Quelle place la diaspora joue dans ta vision aujourd'hui? Écoute, il y a un truc avant où, par exemple, quand je vais au bled,
J'arrive au Congo, j'ai l'idée d'un truc. 5, 6, 7 ans, 8 ans, 9 ans plus tard, l'idée que j'ai, je la vois toujours pas. Tu vois? Donc j'étais dans une mentale aussi où je me disais, ça va. Au Deblay, si j'ai envie de rentrer un jour, j'en ai des projets, je vois rien, je les vois pas se faire aujourd'hui. Mais au fur et à mesure, en grandissant et en voyant d'autres générations, des générations plus petites, autant en France, la diaspora en France et au Bled, je vois de moins en moins de personnes qui pensent qu'au Bled, que l'Eldorado, c'est en Europe ou truc. Et de l'autre côté, j'ai de plus en plus de gens de la diaspora qui décident de rentrer, et même des plus jeunes, des gens 25, allez, 30 ans, on va dire, 30, 35 ans, des mecs, allez, fin de la France, je rentre au pays, j'ai pas grandi là-bas, mais les mecs, ils faisaient des allers-retours, ou voilà. Et ben, il y a des gens de la diaspora qui repartent au Bled, mais ce qui est marrant, c'est qu'au Bled aussi, il y a des gens qui veulent plus, qui vont pas être bluffés par les gens qui viennent, les gens de la diaspora qui rentrent, tu vois. Mais moi, j'aime ce truc-là de faire aussi ton retour, tu vois, je sais pas, de faire ton retour parce que ça peut être nécessaire, et en même temps, ton savoir, ce que tu as appris, tout ça, ça peut aussi apporter aussi, tu vois, dans le pays d'origine, tu vois. Mais après, je trouve qu'il y a de plus en plus de gens, et même l'autre fois, je t'ai dit, j'étais à un événement de Benji, ce qu'il a fait par rapport à la diaspora congolaise et tout ça. Et je trouve que maintenant, sans être trop communautaire, il y a un bon vent de personnes qui veulent faire des choses ici, concrètes, par rapport et en lien avec l'Afrique et tout ça, tu vois. Et donc, moi, je suis fier de plein d'événements, des salons, des trucs, plein de manifestations où tu te déplaces et tu vois les gens, ce qu'ils font, tu crées un réseau. Non, moi je suis fier et encore plus quand c'est des jeunes, tu vois, encore plus quand c'est des jeunes, tu vois. Donc, ouais. On va parler un peu du rap actuel. Quel regard tu portes sur la nouvelle génération? Nouvelle génération, après, nouvelle génération comme nous, il y a 30 ans, notre premier album date de 30 ans, on va dire, de métier. T'as vu, il y a des gens, il y a 20 ans, il y a 20 ans, 15 ans, ça y est, maintenant, il y a des gens, ils ont sorti des trucs, c'est des artistes confirmés, tu vois, je sais pas, c'est des mecs maintenant, même limite, même tu pourrais leur poser même des questions à eux, tu vois, je veux dire, parce que le rap, il a grave évolué. Regarde, nous, on a participé à cette éclosion et tout ça, il y avait des gens avant nous, il y a des gens après nous, et le rap, il a changé, et franchement, je suis super fier que ce soit la musique la plus écoutée, que dans le top, c'est la musique qui est le plus vendue, parce qu'en fait, on s'est battu pour ça, en vérité. Sans se le dire, mais on disait, en tout cas, on voulait qu'on nous entende, donc c'est pas parce que maintenant on nous entend que je vais dire, ah non, c'est nul. Ah non, on nous entend. Mais c'est vrai que quand tu creuses, pourquoi c'est pas les plus grands lyricistes qui sont les plus gros vendeurs? Tu sais ou pas? Pourquoi c'est pas les mecs, là, les petits jeunes, il y a des jeunes qui écrivent bien, qui ont des raps, et même ils savent rapper, il n'y a pas d'insultes, ils vont te donner des vrais thèmes, ils vont suivre le sujet de A à Z, premier couplet, truc, et c'est pas eux que tu vas entendre, tu vois. Alors moi, j'écoute beaucoup de rap, beaucoup de jeunes et tout ça, beaucoup de trucs qui sortent et tout ça, et j'écoute même des mecs qui sont pas, c'est pas les plus streamés, c'est pas les mecs qui font le plus d'auditeurs par mois, mais qui sont très forts. Mais après, donc, le rap qui est numéro un, c'est le rap qui racontait beaucoup de choses de la rue, qui racontait beaucoup de choses qui existent, mais vraiment le côté dark, le côté un peu, on va dire, misogyne, le côté où les meufs, elles sont pas obligatoirement... Mais en fait, c'est qu'un riz, en vérité. C'est qu'un riz. Parce qu'aujourd'hui, même quand je vais dans des concerts d'artistes, des jeunes artistes, il y a un public, déjà il y a des meufs. Nous, on allait en concert avec des mecs. Nous, nos concerts avec des hommes. Il n'y a que quand on a fait l'âge d'or, que là, les mamans qui nous écoutaient, elles venaient avec leurs enfants et trucs. Et donc c'était marrant. Moi, à chaque fois, à chaque date, je regardais les mamans, je disais, il y a 20 ans, vous ne veniez pas. Hein. Pourtant, vous connaissez les morceaux par cœur, hein, tu vois. Et en fait, aujourd'hui, les morceaux, ils sont chantés autant par
par des nièces que par des neveux. Ils vont tous chanter les mêmes morceaux, le morceau de Niska, le morceau de l'autre, le morceau de truc, et tout le monde chante et tout le monde, tu vois. Et donc il y a ce truc-là, mais c'est vrai que après c'était un peu galère d'écouter que la street, que les trucs comme ça, et il n'y a que ça qui marche. Des fois même des trucs, la vulgarité, le truc. Alors quand maintenant les enfants ont grandi, mais quand ils étaient jeunes, et que le mec il dit des trucs avec des gros mots, c'était relou. Mais sinon, après, je suis fier et il y a vraiment des artistes aussi qui sont... Le rap, pour moi, le rap, c'est comme le sport. Plus t'en fais, plus t'es bon. Tu peux stagner, tu vois, un peu, voilà, toujours, mais tu peux pas régresser pour moi. Tu peux pas être un bon rappeur, après t'es nul. Ça n'existe pas, tu vois. Et regarde bien, je vais te prendre les Nino, Niska, NASA dans son délire, que Black, tout ça. Quand tu regardes, ça fait 10 piges au moins, hein. Facilement 10 piges maintenant qu'ils sont là. Donc ça veut dire, ça continue à faire et tout. Et après, tu as d'autres artistes et tout. Et moi, j'ai toujours été, même quand tu regardes, s'il y a des mecs qui connaissent mon style et tout ça, moi j'ai toujours été dans les chants, ça délire, des morceaux, tu vois, on écrit mais on se prend pas la tête, on est truc. Et après tu regardes Que Faire, le refrain il est mélodieux, La Sédition, le refrain il est mélodieux, 100 degrés à l'ombre, c'est Jimmy Soko qui chante au refrain, c'est chanté, tu vois, on a tout, on a tout. En fait nous, on peut pas dire on n'aime pas ce qui se passe, puisque nous, on a toujours été des Bissot, à la fin, ça chantait. Donc, on a toujours été dans ce rap où il fallait qu'il y ait de la mélodie, il fallait qu'il y ait des trucs. Donc, aujourd'hui, quand j'écoute des morceaux où il y a de la mélodie, où il y a du chant, je kiffe. Hein. J'aurais une dernière question. Dans 10 ans, tu veux être vu comme quoi? Artiste, entrepreneur ou mentor? Que Dieu me prête vie. 2036, ça ferait. Waouh! Bah écoute, on chantera encore Bissot, avec des pantalons au-dessus du nombril. Franchement, dans 10 ans, alors c'est bien, j'aime bien parce que des fois je pose ces questions-là, moi, à des mecs. Quand ils veulent, je crée mon label, je truc, ok. Ça c'était un truc de mon pote Essama, là. Comment tu vois ta société dans 3 ans? Comment tu vois ta société dans 6 ans? Comment tu vois ton truc? C'est vrai que la projection, elle est importante. 10 ans, déjà, les trucs que je fais là qu'ils soient bien aboutis, que ça tourne et tout ça. Moi, je vois aussi un peu, après dans les projets, peut-être aussi en développer aussi beaucoup sur l'Afrique, sur tout ça. J'ai ce projet-là aussi. Vu comme ce que je fais là, on a commencé sans se poser de questions et que en fait ça continue aussi, tu vois, qu'on fasse des petits entre guillemets, des gens qui sont dans ce mindset là aussi, parce que c'est vrai que aujourd'hui, comme je te disais, si tu es artiste, c'est bien que tu sois pas businessman, mais ça veut pas dire que tu peux pas créer des business. Tu vois, ou pas? Ça veut dire que tu peux être artiste, ok, tu es concentré sur quelque chose, ça t'évite, tu peux lancer ton label, tu peux lancer une affaire, tu peux lancer un resto, tu peux lancer des trucs. Et donc, moi, je pense que c'est dans ce délire-là qu'on doit être. Mentor, après, mentor sans le dire, on l'est pour beaucoup. Mais plutôt dire, ouais, lui, c'était fort, ce qu'ils ont fait musicalement, ça a toujours été fort. Et en plus, regarde ce qu'ils ont créé, ça pète, ça marche, ça truc. Ouais, moi, c'est comme ça qu'on doit faire. Et puis voilà, tu vois, ouais, plus dans ce délire-là, ouais, plus dans l'entrepreneuriat, limite. Et encore, je te dirais, quand tu dis ça, c'est même bizarre parce que moi, c'est parce que je veux monter quelque chose, j'ai jamais été un mec à dire ouais, c'est moi, ouais, c'est moi, ouais, c'est moi. Tu vois pas? Donc ça veut dire que l'entrepreneuriat, si je fais des affaires et que les gens ne le savent pas obligatoirement, ça me gêne pas en vérité, tu vois. Mais c'est plus sur le côté artistique et tout ce qu'on fait autour de l'artistique tu vois, qui soit. Parce que c'est ça un peu tu vois, je veux dire, tout ce que je fais, c'est par rapport à ce que j'ai créé, c'est par rapport à l'artistique en vérité. Tu vois, demain je chante pas, je sais que j'aurais fait quelque chose de fort parce que voilà, c'est dans mon mindset. Mais ouais, c'est sur l'artistique et tout ça que lourd. Ouais. Au niveau actualité, il y a un événement qui arrive bientôt. Ah oui, bah oui. Bon, là, pour le 9 avril, c'est la 10e Music Business. Nous, avec Art Academy,
on fait des conférences, ça s'appelle Music Business, et donc on a toujours des invités de la musique, c'est-à-dire artistes, et des gens du business de la musique, éditeurs, producteurs, ceux qui s'occupent du merchandising, qui peuvent, en fait, en rapport, tu vois, on va dire entrepreneuriat dans la musique. Et là, on a fait... il y en a eu des artistes qui sont venus, on en a eu des artistes et des gens du business de la musique qui sont venus, et on a des thématiques. Et donc il y a le 9 avril avec un artiste Pete, Lina Mayem, Pete Bacardi, Benji Marron, et au niveau business, Patou et Bongé de première classe, Moussa Wagé de Kézit et Joe Dunoyer, voilà, un entrepreneur qui s'occupe autant des artistes stand-up qu'il peut organiser la nuit tropicale au château de Vincennes. Il est dans, voilà. Et donc voilà, donc ça va être le 9 avril à Art Academy chez moi. Et donc voilà, c'est la 10e. Et bien entendu, chaque année, depuis l'année dernière, on en fait toujours, parce qu'on le fait dans mon lieu à Emeryville, là dans le 77. Mais chaque année, on fait la dernière de la saison dans un lieu à Paris. Donc voilà, avant la rentrée, avant l'été, je pense qu'il va y avoir c'est la dernière de l'année, on va dire, parce que là, en fait, c'est la première, parce on était sur d'autres trucs, donc là, c'est la première de l'année 2026. Et là, dès la prochaine, on la fera dans un lieu à Paris, je vous le dirai, comme je vous aime bien. Merci, Jackie, pour passer chez Arrivé. Merci pour tout.